Il s'appelle Pegasus, il est convoité par les services secrets de toute la planète. Sandrine Rigaud et Laurent Richard ont mené l'enquête sur Pegasus. Qui est derrière l'arme de super-surveillance la plus puissante du monde? Quelles en sont les cibles, les victimes et quid des enjeux dans cette affaire? Avec nous donc pour en parler, Laurent Richard et Sandrine Rigaud. Bonsoir, bienvenue à tous les deux sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste au Monde, alors disons-le. Alors le titre de votre livre d'abord, Pegasus, démocratie sous surveillance, c'est aux éditions Robert Laffont. Et j'allais dire, vous êtes 80 journalistes au moins, issus de quoi? Une vingtaine de médias, 17 il me semble, à avoir participé à cette vaste enquête qui a éclaté en 2021. C'est coordonné par Forbidden Stories avec le soutien technique du Security Lab d'Amnesty International. Sandrine Rigaud, on commence avec vous. Scandale qui éclate au grand jour en 2021. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord quelle est la genèse? Que découvre-t-on à l'époque? Pourquoi ça fait scandale? Alors le projet Pegasus, c'est le nom de cette enquête mondiale, donc coordonnée par Forbidden Stories, dont je suis la rédactrice en chef, et Laurent, le fondateur, qui est une structure dont le but est de poursuivre les enquêtes des journalistes assassinés. Et en juillet 2021, avec 17 partenaires du monde entier, 17 médias, dont Le Monde, Radio France, ici en France, mais aussi le Washington Post ou le Guardian, et l'aide technique du Security Lab d'Amnesty International, nous révélons ce scandale de cyberespionnage mondial qui concerne un logiciel qui s'appelle Pegasus, qui est un logiciel ultra sophistiqué, vendu par une société israélienne qui s'appelle NSO, qui a été créée en 2010. Et pour la première fois, on révèle en fait l'identité, le visage des vraies victimes de ce logiciel espion, puisque pendant longtemps, en fait, depuis toujours, les gouvernements qui achètent ce logiciel et la société qui le vend prétendent que ce logiciel ne sert qu'à espionner des terroristes, des criminels. Or, avec cette publication mondiale, nous prouvons, preuve à l'appui et analyse forensique à l'appui, que les victimes sont aussi bien des journalistes en danger dans des dictatures, que des militants des droits de l'homme, que des avocats. Et c'est l'ampleur en fait du dévoiement de Pegasus. 50 000 noms tout de même. On s'en souvient, Édouard Philippe, Premier ministre français, Emmanuel Macron, président français. Quelles sont les preuves, justement? Alors, 50 000 numéros de téléphone sur une liste. Et notre travail, justement, consistait, entre autres, à identifier, à savoir qui se cachait derrière ces numéros-là. C'était les numéros de personnes, 50 000, partout sur Terre, de cibles potentielles. Et il fallait justement mener des investigations techniques sur les téléphones de ces dites cibles potentielles pour savoir si réellement elles avaient été infectées et espionnées. On a retrouvé quasiment tous les membres du gouvernement, y compris aussi le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron, dans cette liste-là. On a appris par la suite que plusieurs ministres du gouvernement français avaient été réellement espionnés. Par qui? Par le Maroc, qui est l'un des clients de l'entreprise NSO Group, qui vend à des dizaines d'États depuis plusieurs années ce logiciel qui est ultra invasif. Alors le Maroc dément depuis formellement? Le Maroc le dément, le Maroc nous poursuit en justice, mais comme il poursuit Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, Amnesty, Le Monde et Radio France, et on a gagné toutes nos procédures jusque-là. Mais nous, on a fait un travail d'enquête globale, pas seulement à propos du Maroc, mais aussi à propos de l'Azerbaïdjan, à propos du Mexique. En fait, des États qui ont une très mauvaise réputation en matière de droits de l'homme et qui ont acheté ce logiciel et qui l'ont utilisé, donc, comme le disait Sandrine, officiellement pour arrêter des terroristes, pour surveiller les terroristes, mais en réalité ont massivement détourné l'usage de ce logiciel pour espionner ceux qui les dérangent. Qui les dérange? Les journalistes qui écrivent des histoires qui peuvent les mettre en difficulté, qui révèlent des scandales de corruption, comme en Azerbaïdjan, comme au Maroc, comme au Mexique. Des opposants politiques. On l'a vu aussi dans notre liste, on a retrouvé le numéro de téléphone de l'épouse de Jamal Khashoggi qui avait été espionnée alors même qu'elle attendait devant le consul où son mari avait été assassiné, des nouvelles de son mari, et elle attendait qu'elle sortait. Donc on voit comment est utilisé ce logiciel, par qui il est utilisé, et on voit surtout, et c'est ce qu'on raconte dans le livre, qu'il n'y a aucun contre-pouvoir. Et c'est là l'enjeu démocratique absolu pour nous tous, c'est-à-dire qu'on a une arme, et on parle ici d'une arme militaire qui est utilisée contre des civils, sans aucune réglementation, aucune là-dessus, quel que soit le pays dans lequel vous installez. Vous pouvez difficilement porter plainte. Contre qui? Contre NSO qui vend cette société, qui vend ce logiciel en Israël, contre Apple qui vous vend un téléphone. C'est très difficile d'obtenir justice et réparation des préjudices causés. Alors techniquement, en quoi ce logiciel Pegasus est-il redoutable? On se doute qu'il l'est si on arrive à se procurer le numéro de téléphone d'un président de la République a fortiori. Mais pourquoi est-il redoutable? Parce que vraiment, ça permet de prendre le contrôle d'un téléphone portable
vraiment d'entrer dans l'appareil, d'avoir les contacts, de prendre vraiment le contrôle même de la caméra, par exemple Oui, alors il est redoutable pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est totalement invisible. Pour que Pegasus infecte, comme on dit, votre téléphone, il n'y a pas besoin de cliquer sur un lien. Avant, vous étiez alerté, vous receviez des textos bizarres, des liens sur lesquels on vous disait, bon, attention, ne clique pas. Et là, on appelle ça des attaques zéro clic, parce qu'il ne faut... Enfin, on n'a pas besoin de cliquer sur le moindre lien. Le téléphone peut être infecté de façon totalement invisible. Et une fois votre téléphone infecté, comme on dit, il prend l'entièreté du contrôle de votre appareil. Donc, il peut accéder évidemment à toutes vos photos, les plus personnelles, à vos listes de contacts, à vos mots de passe, puisqu'ils sont stockés dans votre téléphone, mais aussi à vos messageries, y compris celles que vous pensez cryptées, comme WhatsApp ou Signal. D'ailleurs, c'est un vrai problème parce que des journalistes qui se sentent protégés parce qu'ils utilisent ces applications-là ne le sont pas en réalité. Et puis, comme vous le dites, il peut activer à distance le micro et puis la caméra. Donc imaginez les dégâts que ça peut faire, imaginez de quelle façon cette arme peut être utilisée pour faire chanter des journalistes, être un levier pour les empêcher de publier telle histoire ou pour connaître leurs sources. On se croirait dans un film, vous-même qui enquêtez, et au même titre que les 78 autres confrères et consoeurs, vous devez tous les jours vous demander si c'est pas déjà fait. On a traversé des phases de grande paranoïa en menant cette enquête, comme les autres journalistes qui ont travaillé avec nous. Et il vaut mieux être parano, en fait. Quand on est journaliste d'investigation, il vaut mieux être parano parce qu'il y a une industrie de la cybersurveillance qui est ultra offensive. Vous avez en face des autocrates qui sont prêts à dépenser des millions juste pour vous cibler, vous. Et ils veulent tous savoir de vous pour un jour utiliser ces informations contre vous, vous faire chanter, savoir quelle est votre source, qui vous parle, quand est-ce que vous allez publier l'histoire, savoir ce que contient l'histoire. C'est fait pour tuer l'histoire, ce genre de logiciel-là, quand ce n'est pas pire. Donc on a été parano et on a été aidé surtout par Amnesty Security Lab qui nous a aidé à mettre en place, entre autres choses, un protocole de communication ultra strict, donc, dont on ne peut pas révéler évidemment le détail ici, mais qui nous a permis de travailler avec 80 journalistes en toute discrétion, sous le radar comme on dit, pour enquêter sur une dizaine d'États assez prédateurs en matière de droits de l'homme et une société pour le coup peu transparente. Mais est-ce que ça s'avère efficace? Parce qu'on imagine que votre travail n'est pas fait enquêter pour enquêter. C'est d'abord informer le grand public sur ces dangers, on va y venir, qui guettent les démocraties, mais aussi peut-être pour éviter à certains opposants d'être inquiétés. Est-ce que vous avez des cas concrets qui nous disent qu'effectivement il y a eu un impact positif pour celles et ceux qui sont espionnés? Oui, alors il y a deux choses. Il y a d'abord l'impact de l'espionnage lui-même sur les cibles. Je pense qu'il y a une méconnaissance absolue de l'opinion publique là-dessus. C'est-à-dire que quand on est ciblé, quand on est surveillé, ça flingue votre vie. Vous n'avez plus de vie parce que vous pensez que et vous savez que toute votre vie est détenue et connue de celui qui vous surveille et qui, a priori, vous veut du mal. On a des témoignages comme celui de Khadija Ismailova en Azerbaïdjan qui a été espionnée, qui est journaliste, plus aucune source ne lui parle, plus aucun confrère, consoeur ne lui parle. Donc on fait le vide en fait autour de vous par ce type d'action-là. Et puis ensuite, oui, c'est important de révéler ce genre d'agissement et d'industries qui surveillent massivement ceux qui dérangent les pouvoirs, parce qu'il y a des solutions à trouver. La première solution, la première situation à penser, c'est que effectivement, celui qui vous dira qu'il y a une application de messagerie chiffrée entièrement sûre vous mentira. Rien n'est 100% sûr. Nous, de notre côté, on n'est pas des militaires, on n'est pas des espions, on a très peu de moyens financiers pour aller se protéger contre ce type d'attaque, mais à minima, on sait ce qu'on doit protéger. On doit protéger l'identité de nos sources, celles qui risquent leur vie pour nous transmettre des documents ou pour nous donner des informations. Et donc c'est comme ça qu'on a aussi révélé à de nombreuses personnalités, en France et du Plenel par exemple, qu'il avait fait l'objet effectivement d'une surveillance de Pegasus. Comment réagit l'entreprise israélienne concernant? Qu'est-ce qui a changé depuis? Est-ce qu'elle continue à le commercialiser normalement? Est-ce qu'elle fait attention? Alors l'entreprise israélienne existe toujours, il faut savoir. A priori, elle a moins de clients qu'elle n'en avait, mais c'est impossible à vérifier puisque la liste des clients n'est pas publique et l'entreprise ne l'a jamais révélée. Néanmoins, il y a d'autres entreprises concurrentes qui ont pris le pas. Mais ce qui a changé depuis l'enquête, et c'est important de dire, c'est qu'il y a eu une décision très importante du département du commerce américain qui a décidé de blacklister NSO. Donc NSO ne peut plus acheter de matériel américain. Et le président américain a également rappelé que les outils de cyberespionnage d'entreprises privées n'étaient pas bienvenus aux États-Unis. Il a été suivi par 10 autres pays en Europe et dans le monde. En même temps, pourquoi les services américains jugés redoutables ne le détectent pas et pourquoi vous arrivez à le détecter et pas eux?
Alors on a réussi à le détecter grâce à 2 geeks qui en ont fait une obsession depuis plusieurs années. Ce sont 2 personnages qu'on décrit très longuement dans le livre, qui travaillent pour Amnesty International Security Lab et qui depuis 2016 essayent d'analyser les téléphones de défenseurs des droits de l'homme pour y déceler des traces d'attaque. Ouais. Et ils sont passés comme ça de l'analyse d'un téléphone d'un militant des droits de l'homme des Émirats Arabes Unis à reconstituer un puzzle et aujourd'hui avoir une masse de données qui leur a permis de retrouver dans les téléphones des gens ciblés des traces de Pegasus. Ouais. Mais ça a pris des années. Et c'est vrai que ça a été un revers pour des services de renseignement, y compris les services de renseignement français, qui n'avaient absolument pas vu ce logiciel opérer et qui ont ensuite repris la méthodologie du Security Lab d'Amnesty International. Alors j'espère que je ne vous pose pas une colle, mais il y a une actualité d'ailleurs, elle a failli m'échapper, c'est un média indépendant russe, il me semble, basé en Lettonie, et il y a une affaire, notamment l'une des responsables, qui passe par Berlin et qui... Ouais. Quelle est l'histoire ? L'histoire, c'est simple, c'est une journaliste russe en exil qui vit à Berlin et qui rencontre une source à Berlin aussi, et qui a été visée par Pegasus. Elle l'a su comment ? Elle l'a su parce qu'elle a reçu une notification d'Apple. C'est aussi une des conséquences du projet Pegasus, c'est que maintenant, désormais, Apple, quand ils voient une attaque passer sur l'un de leurs clients, un possesseur d'iPhone, informe immédiatement le possesseur d'iPhone pour dire « on suspecte un État d'être derrière ce message qui vous a été envoyé ». Cette journaliste, elle était à Berlin, a rencontré cette source et elle a été visée. On ne sait pas par qui. On sait qu'a priori, les Russes n'ont pas acheté de licence auprès de NSA Group, mais par contre, ils ont pu très bien le demander à un autre État, Balte par exemple, de mener ce type d'attaque. Ça montre une chose, ça montre qui utilise Pegasus, pour quel type d'usage c'est fait ? C'est fait pour collecter du renseignement. Donc c'est pas forcément un pays ennemi, là, a fortiori. Alors ça peut être pour savoir ce que fait justement cette militante russe basée... ça peut... Pour savoir si elle n'est pas une... Si ça a été finalement sous-traité au profit des Russes, c'est fait pour que les Russes aient une information sur ce que cette journaliste qui enquête sur la guerre en Ukraine s'apprête à publier. Mais il y a une chose à dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que des dictatures et des autocrates qui utilisent Pegasus. Il y a aussi un grand nombre d'États membres de l'Union européenne qui utilisent Pegasus. D'où par exemple l'Allemagne, par exemple, les Pays-Bas, l'Espagne. Je crois que l'Allemagne, d'ailleurs, c'est Amnesty qui demande des explications. J'espère que c'est bien Amnesty qui demande des explications à l'Allemagne dans cette affaire que je viens de citer. Absolument. C'est-à-dire que les services de renseignement allemands vont peut-être se prononcer pour donner de l'information sur ce qu'ils savent de ces infections qui se sont passées. Alors c'est assez numérique tout ça, sans doute via des serveurs allemands pour ensuite infecter la cible. Mais il y a un grand nombre de pays membres de l'Union européenne qui l'utilisent. Alors sans surprise, il y a la Hongrie par exemple, mais il y avait aussi effectivement l'Espagne et d'autres pays. D'où le malaise aussi, je pense, français, quand on est allé toquer à leur porte pour leur dire « on a vu le numéro du chef de l'État dessus ». On a vu les membres du gouvernement listés, potentiellement infectés. Qu'avez-vous à dire là-dessus ? Effectivement, comme le dit Sandrine, ils étaient assez embarrassés de l'apprendre par des journalistes et pas par des services de renseignement. Et ensuite, il n'est pas improbable que la France ait utilisé du renseignement obtenu par ses États alliés membres de l'Union européenne dans le cadre d'enquêtes qui utilisent, eux, Pegasus. Donc c'est pour ça qu'il y a finalement, même s'il y a eu des commissions d'enquête au niveau Parlement européen, il y a eu des auditions un peu partout, il y a une décision des autorités américaines, la France et les pays membres de l'Union européenne sont très timides sur le sujet de Pegasus et veulent garder ça le plus off possible. Un dernier mot pour finir. Vous vous êtes senti menacé au cours de cette enquête ? Alors, menacé directement, non, mais on sait qu'à un moment donné, il est inévitable qu'on soit ciblé, si on ne l'est pas déjà. Donc on prend évidemment toutes les précautions nécessaires, et c'est d'ailleurs longuement décrit dans le livre, mais on met en place un protocole de sécurité que je pense aucun journaliste n'a jamais mis en place pour aucune enquête précédente, parce qu'il faut savoir que c'était une enquête internationale, donc il fallait communiquer avec des journalistes dans le monde entier en période de Covid, sans utiliser les téléphones portables, sans utiliser nos ordinateurs de travail. Donc, on crée un nouvel environnement de travail. On n'utilise pas de carte SIM. Il faut être extrêmement créatif. Forcément, il y a des rencontres. Il faut vraiment lire votre livre pour s'apercevoir de la difficulté. Merci à tous les deux, en tous les cas, d'être venus sur notre plateau. Laurent Richard, Sandrine Rigaud, chez Robert Laffont, Pegasus, démocratie sous surveillance. Vous n'avez pas été inquiété par la DGSI en France, non ? Non, nous, on n'a pas été arrêtés. C'était effectivement une arrestation scandaleuse de la journaliste de Disclose. Voilà, je voulais juste vous demander, mais c'était une question sérieuse. Vous n'avez pas été interrogé à ce jour. Merci à tous les deux.